Bonjour à tous, bienvenue. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Je vais faire une rapide introduction pour que vous puissiez connaître un petit peu la Cité de la RSE et le contenu de la présentation de ce webinaire. La Cité de la RSE, c'est tout d'abord une fondation, la fondation ICOS. Celle-ci vise à faire la promotion de l'entreprise et de l'organisation responsable en général. Nous avons donc pour ce faire créé des lieux de rencontre, des lieux de conférence, des lieux de formation, mais également un ensemble d'outils digitaux qui sont dédiés au développement de la RSE dans les organisations. Donc un outil de diagnostic, une interface de gestion de projet, une bibliothèque de contenu en ligne, et également un annuaire de mise en relation avec des experts sur l'intégralité des champs de la RSE. En plus de ces outils, on a mis en place dernièrement un média et donc ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la programmation de ce média qui se compose également de podcasts, d'interviews et d'émissions. Lorsque l'actualité sanitaire nous le permet, nous faisons aussi des meet-up physiques à la Cité de la RSE et de l'Impact. Le sujet du jour, donc 4 défis pour profiter de la croissance mondiale 2021-2030. C'est bien, ça nous fait un petit peu d'optimisme et de perspectives joyeuses, ce qui fait pas de mal en ce moment. Pour nous éclairer sur ce sujet, je vais d'abord accueillir Caroline qui est là pour nous présenter le réseau Racine Sud. Et ensuite, on laissera la parole à Fouad Makroum qui fera vraiment, lui, plus un retour sur son expérience professionnelle. Caroline, je vous cède le micro. Merci beaucoup Hélène, bonjour à tous, ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Alors je tiens à souligner la présence d'Antoine Calderini qui est administrateur de Racine Sud et vous introduit Fouad Makroum qui se présentera lui-même puisque c'est lui qui va intervenir aujourd'hui donc lors de ce webinaire. Rapidement pour vous dire qui est Racine Sud. Racine Sud c'est une association qui a été créée en 2007 sur la région Languedoc-Roussillon avec une idée phare qui était de dire que souvent on est attaché à sa région et que lorsqu'on doit s'en éloigner pour le travail ou pour d'autres raisons, on peut quand même avoir envie de garder des attaches, garder des racines à son sud, soit natal, soit son sud d'adoption. Et le réseau Racine Sud s'est agrandi au fil des années. Aujourd'hui, ce sont 1500 membres qui ont rejoint à titre bénévole le réseau et qui sont essentiellement répartis dans le monde entier et qui ont envie d'aider les entreprises, les jeunes sur l'international, sur l'export. Racine Sud, c'est un bureau avec 15 représentants dans le monde qui sont nos portes d'entrée sur le monde, 3 bureaux, un à Montpellier, un à Montréal et un à Toulouse, et un bureau d'administrateurs d'une quinzaine de personnes qui sont là de manière bénévole pour soutenir l'association. 3 missions principales. Une première mission de rayonnement du territoire à l'étranger, une deuxième mission d'accompagnement des étudiants dans leur recherche de stage ou de VIE à l'étranger, et enfin une dernière mission, et c'est à ce titre-là que Fouad va intervenir, qui est une mission d'accompagnement des entreprises primo-exportatrices ou dans des démarches d'export, dans des mises en relation, des mises en réseau pour les aider, favoriser leur démarche d'export pour leur activité professionnelle. Fouad, je peux te laisser la parole? C'est bon pour toi? Bonjour à tous. Donc, je suis membre bénévole, administrateur également de Racine Sud. Et je suis également, par ailleurs, depuis une vingtaine d'années, où j'ai travaillé donc à la fois à l'international, où j'ai démarré à la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Montpellier, donc où j'ai développé des actions de partenariat. Donc ça a été vraiment mon premier grand job. C'est là où j'ai appris l'international, donc dans toutes ses facettes, l'international dans des actions de partenariat et notamment avec une expertise où j'étais spécialisé en fait sur le bassin méditerranéen, le Maghreb et l'ensemble de l'Afrique. Donc j'ai dans mon parcours été également par la suite salarié de PME à des postes de responsable export, notamment dans l'agro-industrie, dans la vente de biens d'équipements industriels, donc sur la zone Middle East, North Africa et une partie de l'Afrique de l'Ouest également. J'ai fini par me lasser, je dirais, du salariat et petit à petit, donc après un petit retour à la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, où j'avais développé justement à l'époque des groupes
groupements d'entreprises. Donc, j'ai démarré, en fait, je dirais ce qu'on appelle aujourd'hui, avant, ça s'appelait des groupements à l'export. Et aujourd'hui, ce sont on appelle ça exporter d'une manière collaborative. Donc, le mot clé est devenu aujourd'hui le collaboratif. Donc, c'est véritablement la tendance. Donc, je l'avais déjà démarré et testé il y a quelques années dans différents secteurs d'activité. Et puis, le tremplin, donc, ça a été la volonté de devenir, je dirais, c'est ce qui nous lie aujourd'hui dans cette cité de la RSE, donc devenir entrepreneur du changement, un change maker. Donc, j'avais, grâce à mes différentes expériences, rencontré beaucoup de gens à l'international et j'ai eu envie de relever le défi de l'entrepreneuriat en créant une véritable une marque plutôt engagée dans le secteur de la cosmétique. Pourquoi la cosmétique? Parce qu'en fait, je maîtrisais en fait l'ensemble de la chaîne de valeur et de la filière, puisque j'avais travaillé en amont et en aval des productions agricoles. Donc, j'avais la volonté de sourcer de la matière. Donc, c'est ce que j'ai fait sur tout le continent africain. Donc, sourcer de la matière qui soit à la fois bio, mais qui soit également commerce équitable, la transformer en France, en faire un produit fini, je dirais, respectueux sur toute la chaîne de valeur. On était la première marque certifiée bio et commerce équitable. Et puis voilà, donc ça a été distribué pendant quelques années, donc en France et un petit peu à l'international, donc sur le marché allemand, autrichien et suisse. Donc c'est une aventure qui a duré 8 ans, où on était présent sur un certain nombre de points de vente en France et à l'international. L'entrepreneuriat du changement, donc ça a été un défi, ça a été une passion, ça a été comment dire, une belle aventure, mais malheureusement, donc dans un secteur un peu très capitalistique, j'ai dû faire face à de nombreuses difficultés de trésorerie et qui m'ont amené donc à arrêter l'aventure. Donc j'ai également participé dans le board, donc c'est ce qui nous lie également à la partie RSE, donc dans une entreprise qui valorisait en fait des molécules dans le secteur bio environnemental, donc une entreprise de biotechnologie avec des applications dans le secteur agroalimentaire également. Après moi, ce qui importe, donc ce titre 4 défis de la croissance mondiale, en fait, il est issu des travaux de recherche en fait de la fabrique de l'exportation, puisque ce que je n'ai pas dit également tout à l'heure, c'est que je suis membre de la Fédération des entrepreneurs de l'international, donc qui regroupe en fait tous les opérateurs français de l'international sur toute la chaîne de valeur, hein, que ce soit des consultants, que ce soit des entreprises. Donc on fait partie également de la Team France Export en tant qu'opérateur privé. Et donc nous accompagnons à la fois sur l'aspect réflexion stratégique et opérationnel, donc sur le développement international sur toutes les zones du monde. Donc on est présent également sur l'ensemble du globe. Et il y a eu une réflexion donc pendant le Covid, on a tous constaté cette problématique, on était coincés, on ne pouvait plus, je dirais, voyager. Vous avez tous fait, je dirais, cette expérience. Nous avons tous dû nous réadapter, nous remobiliser pour travailler différemment. Et nous, donc à l'international, on a été encore un peu plus impactés. Donc, on a dû switcher donc, sur des outils digitaux, puisqu'on ne peut plus rencontrer nos partenaires, ou en tout cas nos clients. Et donc, il y a une réflexion globale sur ce post-Covid. Quel est l'avenir, je dirais, du commerce international si on ne peut plus voyager, si on ne peut plus voir nos clients sur les marchés en direct, donc qui a été fait par la fabrique de l'exportation. Ce qu'on en a retiré, en fait, c'est 4 défis donc, pour la croissance mondiale. Donc, l'idée, c'était d'investir, en fait, le terrain de la croissance, donc, pour l'année 2021 et 2030. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des pays ont été affectés par la crise. Donc, ils s'en sortent, je dirais, plus ou moins bien. Donc, le choix des pays qui ont repris, je dirais, en fait, la priorisation plutôt des marchés va être indispensable
pour se lancer ou se relancer à l'international. Le deuxième, c'est monter en gamme dans nos stratégies et compétences internationales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement réfléchir justement sur les adéquations produits-marché, sur la volonté, en tout cas sur la transition, je dirais, écologique qui est en marche, sur cette volonté des consommateurs de consommer des produits beaucoup plus respectueux de l'environnement, des produits qui respectent, ou en tout cas qui ont une transparence en termes de traçabilité, des produits en gros respectueux de l'environnement. C'est une tendance qui est montante chez les consommateurs du monde entier. Bon, normalement, c'est une question qui ne se pose pas puisque je ne connais pas les adhérents de la Cité de la RSE, mais a priori, vous êtes entrepreneur du changement, vous ne l'êtes pas certainement par conviction et non pas par opportunisme. Donc, je dirais, la normalité, c'est que cet engagement en fait un véritable levier de croissance qui est indispensable pour se différencier aujourd'hui à l'international. Le troisième pilier, c'est la coopération interentreprise au cœur en fait, de cette démarche d'internalisation. Culturellement, en fait, la coopération entre les opérateurs, ou en tout cas les entreprises françaises, on n'est pas vraiment reconnu pour ça. Il y a des pays qui sont comment dire, beaucoup plus dynamiques. Les Espagnols et les Italiens notamment font preuve de plus de volontarisme quand il s'agit de chasser en meute. Et c'est un véritable défi à relever en France, donc réapprendre à travailler, coopérer ensemble et faire de l'export collaboratif, donc avoir une réflexion sectorielle avec, je dirais, des partenaires potentiels qui ont la même volonté en fait de se développer. Donc ça peut être une réflexion qui peut être faite avec des entreprises partenaires au sein de clusters dans lesquels on participe, au sein par exemple de la Cité de la RSE également, où il y a des entreprises qui partagent une volonté commune. C'est compliqué de fédérer, mais c'est un enjeu qui est extrêmement important et qui peut faciliter en fait la pénétration d'un marché. Et donc, c'est extrêmement important. L'autre pilier, pardon, le quatrième, construire donc un récit moderne du commerce international. Donc là, ça s'adresse plutôt aux acteurs publics, ça s'adresse plutôt aux opérateurs en fait qui accompagnent. Je vais passer cette étape pour aller plutôt vers des actions. Alors, on va passer plutôt aux actions. Donc, on les a définies, donc, ce que je vous disais, en action 1, cibler en priorité les pays en fait, qui tireront la croissance mondiale. Donc, ça, c'est dans la priorisation des marchés. C'est une réflexion extrêmement importante d'être attentif en fait sur les pays qui ont repris, donc qui n'ont pas trop été impactés, ou en tout cas qui ont su gérer la crise sanitaire d'une manière à peu près satisfaisante. Tous les États donc, ont mis les moyens pour qu'il y ait une relance, mais la croissance, le choix de la priorisation est extrêmement important. Il y a des zones, notamment ce qui concerne l'Asie, notamment la Chine, qui s'est relevée un peu plus rapidement que tout le monde, et un certain nombre de pays de l'ASEAN notamment, qui vont, ou de l'Inde, même si elle est de nouveau dans une troisième vague, ce sont des pays qui vont tirer en tout cas la croissance mondiale ces prochaines années avec notamment les États-Unis. Donc la Chine, les États-Unis, le groupe régional de l'ASEAN, qui est un groupe qui va tirer la croissance au détriment malheureusement de l'Europe, au détriment de nos pays. Mais c'est là-bas où il faudra certainement aller. L'Afrique est également un enjeu extrêmement important. Elle a fait preuve de résilience, une résilience beaucoup plus importante face à cette pandémie. L'Afrique de l'Ouest, notamment, a continué visiblement à travailler à peu près normalement. Elle a été impactée, mais en tout cas dans une moindre mesure. La France, cette année, ou en tout cas depuis 2020, a entamé, je dirais, dans le cadre du sommet France-Afrique, qui devait avoir lieu à Bordeaux en juin 2020, donc qui a malheureusement été reporté en juillet sur Montpellier et qui est à nouveau reporté en Afrique,
Mais depuis 2020, il y a une communication, il y a un investissement extrêmement important de la part de l'État et de tous les opérateurs, en tout cas les bras armés de l'État qui sont l'Agence française de développement et des financiers également, donc des bailleurs de fonds, sur cette zone qui est la zone de l'avenir où il y a une forte démographie, où il y a une urbanisation en fait qui est galopante. Donc il y a des secteurs notamment qui concernent la smart city, la ville intelligente, la ville beaucoup plus durable, une ville beaucoup plus résiliente. Donc la smart city, c'est relativement vaste. Mais tous les secteurs de l'infrastructure, de l'aménagement sont des potentiels de marché qu'il faudra regarder sur ce continent, même si je dirais, il regroupe encore des pays qui sont émergents et non pas forcément encore en voie de développement, mis à part, je dirais, l'Afrique du Sud, évidemment, et le Maroc au nord, qui a bien tiré son épingle du jeu de cette crise sanitaire notamment. Donc la priorisation des marchés, c'est une réflexion extrêmement importante que je mène quand on discute avec un primo-exportateur, donc sur la base d'un diagnostic export à la base. Le choix est extrêmement important quand on veut également espérer se faire financer par notamment par BPI France. Donc il faut qu'il y ait une certaine cohérence à ce niveau-là. Évaluer les conséquences donc, de la possible régionalisation du commerce mondial. Donc ça, c'est une réflexion et également, c'est partie de l'action du défi, parce que en fait, les cartes sont repositionnées, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, d'une manière globale, les attentes des consommateurs sont sur de la consommation beaucoup plus locale, donc de la production beaucoup plus locale. Également la réflexion dont vous avez certainement entendu sur les problématiques de masques, sur les problématiques de vaccins ou de médicaments, le problème de souveraineté en fait, d'un certain nombre d'États sur un certain nombre de secteurs. Donc on trouvait qu'il était inadmissible en fait, de fabriquer des produits dont on a besoin donc en Inde, en Chine ou ailleurs, et c'est pas normal. Un certain nombre d'actifs également dans le secteur de la pharmacie qui ne sont pas disponibles. Donc, il va y avoir certainement donc, une régionalisation donc, et une réflexion, ou en tout cas, beaucoup plus locale. Et même à l'international, même à l'export, je dirais, quand on a un produit local, quand on a un produit qui respecte la chaîne de valeur, même s'il s'exporte, il est, je dirais, beaucoup mieux perçu qu'un produit conventionnel. La 3, c'est explorer toutes les possibilités ouvertes en fait, par la digitalisation. La digitalisation, on en a fait, je dirais, expérience, amère ou pas amère. En tout cas, on a tous dû se plier à cette nouvelle façon de travailler. C'est le format en fait, qui a changé. Et donc, on a été, et grâce à ça, en tout cas, ça nous a permis de garder du lien entre nous et ça nous a permis de continuer à potentiellement également faire du business. Donc, moi, ça fait 1 an que je prospecte pour le compte d'un certain nombre de clients, et notamment dans le secteur de l'aménagement urbain durable, de l'infrastructure, donc pour un bureau d'études. Voilà, donc on a switché et puis on a continué je dirais, à voir nos prospects également en ligne. Mais ça ne concerne pas que ça. Donc, la digitalisation, c'est vraiment la prise de recul sur la digitalisation globale de l'entreprise. Où est-ce qu'elle en est avec son site Internet? Où est-ce qu'elle en est avec sa capacité de vendre en ligne? C'est également extrêmement important d'avoir une réflexion là-dessus. Comment je peux, je dirais, avec toutes ces contraintes et ces barrières de déplacement, comment je peux continuer à promouvoir mes produits, se réadapter rapidement et qu'ils l'ont mis en place. Il y a même des industriels, et on se rend compte que des industriels ont mis en place un process qui permettent en fait même d'atteindre directement des consommateurs finaux, donc travailler vraiment sur le dernier kilomètre. Donc travailler en direct, donc passer du B2B au B2B, B2C. Donc ça a été également un défi qui est en cours et on se rend compte, donc ça amène également une autre façon de travailler, une autre façon de créer du lien en fait avec le consommateur et de continuer en fait malgré tout à faire du chiffre d'affaires. Alors que vous avez tous les intermédiaires en fait, qui
qui avait porte close, donc que ce soit des importateurs ou des distributeurs, et que la réflexion je dirais, de sa digitalisation est extrêmement importante parce que ça peut être un levier de croissance extrêmement important, ça peut être un canal sur lequel on peut se positionner quand un certain nombre de pays ont des difficultés donc à acheminer, je dirais, par les intermédiaires classiques ses propres produits, quoi. Donc on se rend compte également qu'il y a une digitalisation, hein, vous avez vu à travers la montée en puissance notamment de tous les acteurs tels que Doctolib, tels que ceux qui nous ont permis de nous vacciner. Hein, dans le secteur médical, la digitalisation à travers l'e-santé, à travers en fait, tous les outils qui existaient hein, déjà auparavant, mais qui vont, qui vont prendre en plus de l'ampleur, une ampleur un peu plus importante et qui sont en train d'accélérer en fait la montée en puissance, ou en tout cas l'adoption de ces outils. Pourquoi? Parce que il y a eu de prise de conscience également d'un certain nombre d'États, hein, qu'ils soient occidentaux ou dans des pays émergents, l'adoption, en tout cas cette transition, comment dire, donc on parle de transition énergétique, mais on parle également de transition digitale, qui est absolument incontournable et qui a été mise en place. Gagner le défi en fait des exportations décarbonées, donc je voulais vraiment vous faire un focus parce que je voulais dire c'est que je ne vais pas vous faire l'ensemble, je dirais, du manifeste en fait de la fabrique des exportations parce que ça demanderait un peu plus de temps. Donc j'ai voulu vous faire un focus sur le défi des exportations décarbonées parce que ça va être, je dirais, un objectif à se mettre en tête. En tout cas, ça va se faire avec un peu de temps, donc ça ne va pas être du court terme, mais ça va être du moyen long terme, mais ça doit être une réflexion qui doit certainement être menée. Et encore une fois, j'espère que, ou j'imagine que vous, acteurs qui êtes dans la cité de la RSE, vous avez déjà commencé à réfléchir ou en tout cas certainement peut-être mis au point un certain nombre de choses puisque vous êtes engagé dans une stratégie de responsabilité sociétale et environnementale. Donc le défi de décarbonation, il n'est pas compliqué, hein, c'est qu'il y a aussi cette prise de conscience de cette nécessaire transition écologique et qui a pris du retard avec déjà les 17 ODD, donc Objectifs de développement durable, qui ont été voté par l'ONU en 2015, donc avec un objectif de leur application en 2030. Donc l'Europe, cette pandémie n'a pas aidé, mais elle a sorti son Green Deal, donc il y a quelques semaines, hein, donc, qui a été finalement adopté, donc avec un objectif à 2050, avec une taxe carbone certainement sur les importations de l'UE pour en fait, relever cette ambition climatique mondiale. Donc le défi, c'est travailler sur le cycle de vie, l'empreinte carbone, produit de l'entreprise d'une manière globale, donc sur l'ensemble de la chaîne de valeur, se préoccuper de la fin de vie également des produits. Donc tout ça, pour ceux qui ont déjà commencé à réfléchir sur ces questions-là, ils vont certainement prendre de l'avance, ils vont certainement avoir des éléments de différenciation sur les marchés internationaux. Mais ceux qui ne l'ont pas fait vont malheureusement avoir pas mal de soucis, puisqu'il va certainement y avoir des taxes, notamment des taxes douanières qui vont être mises en place, une augmentation certainement des droits de douane, que ce soit à l'import ou à l'export. Cet élément est extrêmement, je dirais, important à réfléchir, qu'on soit fabricant de biens d'équipement, qu'on soit une entreprise de services. Encore une fois, je répète, sur l'export collaboratif, ce n'est pas qu'un mot, hein. Il y a une véritable réflexion derrière. Je l'ai testé pendant quelques années. Aujourd'hui, il revient. C'est une façon de permettre de créer des synergies en commun entre des petites entreprises qui n'ont peut-être pas les moyens de partir toutes seules à l'international. C'est quelque chose qu'il faut réfléchir, trouver des partenaires. Je vais vous donner un exemple. Bureau d'ingénierie avec qui je travaille, donc avec qui je cherche des solutions pour pénétrer un marché qui est complexe, donc sur deux marchés qui sont des marchés publics, qui sont des marchés privés, donc des marchés qui fonctionnent avec des appels d'offres également et très peu en gré à gré. Je collabore d'une manière avec une PME française qui est complémentaire, qui a
qui a une vocation à faire des études d'impact, notamment sur les problèmes de biodiversité. On a d'un côté un bureau d'études qui est multidisciplinaire, qui est en capacité de travailler à la fois sur les problématiques de l'eau, qui est en capacité de travailler sur de l'aménagement urbain, en collaboration évidemment avec des architectes, mais une autre société qui est plus focus, expert sur la biodive, et nous travaillons, nous mettons en moyen, je dirais, nos contacts, nous mettons en moyen nos réseaux pour pouvoir je dirais, approcher des grands acteurs, des grands comptes qui ne nous regarderaient pas si on faisait en tout cas une démarche seule. L'intérêt également de Racine Sud, ce maillon de la chaîne des acteurs de l'international, c'est également l'intérêt du réseau. Donc on peut y trouver à un moment donné des contacts clés qui peuvent également faire gagner du temps sur un pays ou sur un marché donné. Donc, il faut absolument parler. Je vais parler maintenant de finances, puisque malheureusement, ces succès à l'international, ce sont une bonne réflexion et un accompagnement stratégique et opérationnel. C'est également des moyens humains, mais financiers. Donc, la finance a son importance. Et je vais vous parler de la finance, croissance internationale, donc, qui a été mise en place ou qui existe. L'ex-COFAS, peut-être que vous l'avez connu, hein, pour les moins jeunes. Donc, le bras armé de la France aujourd'hui, c'est BPI France, à travers des outils de financement. Donc, ils font un gros tintamarre avec le hashtag Relance Export depuis maintenant un an. Donc, la France a maintenu son soutien aux entreprises exportatrices et continue à le faire. Alors, il y a quelques outils qui sont extrêmement, je dirais, utiles et simple et nécessaire quand on veut aborder l'international, notamment l'assurance prospection. L'assurance prospection, c'est quoi en fait? C'est une assurance qui couvre le risque d'échec. Je ne sais pas, peut-être vous en avez entendu parler certainement si vous êtes exportateur, si vous ne l'êtes pas, je vous en fais part. Donc c'est un outil qui permet de garantir à 65% contre le risque d'échec. Donc, c'est une quotité qui est garantie. C'est à la fois une avance sur la trésorerie, donc on n'a pas besoin de débloquer sa propre trésorerie. Ça concerne en fait évidemment des TPE qui font moins de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, vous avez la possibilité donc, de réfléchir en amont déjà à travers, dans un premier temps, un diagnostic export, dans un deuxième temps, la priorisation des marchés sur lesquels je veux aller. Donc ça, c'est nécessaire et indispensable avant d'aller voir BPI, puisqu'il va falloir le formaliser, il va falloir amener un dossier qui tient la route. Donc c'est entre autres, parce que je suis agréé de BPI France, c'est le travail en fait d'accompagnement que je fais avec l'ensemble de mes collègues ou que fait la Team France Export également. Donc au préalable pour pouvoir déposer un dossier de financement. En gros, donc le fonctionnement des dépenses éligibles, c'est l'ensemble des frais de déplacement, l'ensemble des frais qui sont liés d'investissement, par exemple à la communication, au marketing, aux études, au conseil juridique, à la création d'un site internet, aux frais éventuels d'adaptation du produit au marché, aux frais potentiels d'une implantation potentielle à l'étranger, donc les agents commerciaux, les bureaux, enfin bref. Donc, toute la partie promotion, voire salon, mission individuelle ou collective, donc ça peuvent être pris en charge. Comment ça fonctionne? Donc, en fonction du profil de l'entreprise, en fonction de son chiffre d'affaires, en fonction de son positionnement sur le marché domestique, si elle exporte ou si elle n'exporte pas. Donc, BPI, ce sont des financiers, donc chiffre d'affaires, résultats, donc fonds propres, quasi fonds propres, et résultats évidemment positifs pour qu'ils commencent à étudier le dossier. Donc, il y a quelques post-Covid et pandémie
et difficultés donc, qui ont permis d'alléger un peu plus ce process, notamment, non pas malheureusement vis-à-vis des PME ou de la TPE ou des ETI, mais plutôt vers des startups donc, qui seraient concernées par un développement international parce qu'ils ont un produit qui a la capacité de s'internationaliser rapidement sur les marchés. Et même si, je dirais, pour une jeune start-up, si le résultat net est déficitaire, on part du principe que une start-up, hélas, dans les premiers temps de développement ou en amorçage, elle n'est malheureusement jamais rentable. Donc, ils feront des dérogations à ce niveau-là. Donc, s'il y a une véritable opportunité de développement pour l'entreprise, quel que soit le marché, et si la démarche est cohérente, les dossiers seront étudiés. Donc évidemment, comment ça fonctionne, hein, c'est un budget. Admettons que je prends, ça peut partir des 30 000 euros, des 30 000 euros qui seront amortis en fait donc sur la base de prospection de 2 ou 3 ans et avec une franchise de 2 ans. Donc on commence à rembourser entre 3, 4, voire 5, même 6, 7 ans quoi, après. Ils ont également créé, je n'en ai pas parlé, donc une petite de modifications qui ont été également faites sur l'APA, donc soit sur l'AP, donc une offre complémentaire d'assurance prospection accompagnement. Donc ça cible en fait plutôt des primos, vraiment des primo exportateurs, mais les budgets donc sont très très limités, donc entre 10 et 40 k et 40 000 euros. Moi je trouve bon pour entamer une véritable démarche internationale, ça reste un peu léger. On dit qu'il faut 18 mois à peu près pour amortir ses premières démarches et avoir un retour. Donc, c'est quand même relativement, il faut être sur du moyen terme. Donc, quand on part avec 10 000 ou 40 000 euros sur 3 ans, bon, ok, ça peut être intéressant, ça peut être une façon de démarrer. Mais bon, l'intérêt, en tout cas, il est dans l'accompagnement par un expert. Après, croissance internationale, là, c'est véritablement, on est dans une démarche avec peut-être plus des grosses PME ou de l'ETI, parce que ce sont des prêts donc de 30 à 5 millions d'euros qui sont sans garantie. Ça peut être intéressant dans le cadre de la création d'une filiale. Et la création d'une filiale aujourd'hui est devenue une réflexion également incontournable. Si je reviens à ce que je vous disais aussi tout à l'heure en termes de choix de pénétration des marchés, parfois, ou en tout cas, il s'avère extrêmement indispensable de s'implanter, même si ça coûte cher, en fonction de l'activité qu'on a. Mais une fois qu'on a prospecté pendant quelques mois, ou si on voit, ou en tout cas années peut-être, et si on a trouvé des partenaires en adéquation avec ce qu'on recherche, il est préférable parfois de s'implanter. Alors pourquoi ? Parce qu'on en revient encore une fois à cette régionalisation du business. Je prends le cas du Maroc qui est devenu un tremplin pour l'Afrique subsaharienne et donc un tremplin pour les entreprises françaises qui s'y implantent, ou en tout cas les entreprises européennes. Mais le Maroc lui-même est devenu un propre concurrent et lui-même s'est déployé sur un certain nombre de pays subsahariens. Donc il prend également des parts de marché, donc un véritable concurrent sur un certain nombre de secteurs d'activité. Dans les stratégies, je dirais, de réflexion, l'implantation devient parfois incontournable. Donc si on veut être armé face à des concurrents locaux. Donc voilà, le cas du Maroc qui lui-même prend des parts de marché donc, sur l'Afrique subsaharienne. Si aujourd'hui on veut espérer travailler, prendre des parts de marché sur le Maroc et sur le Maghreb et potentiellement sur l'Afrique du Nord, il faut également être en capacité de rassurer ses clients et s'implanter à un moment donné à terme aussi, quoi.
Moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est que quand on veut partir faire de l'export, il y a un certain nombre d'aides, un certain nombre je dirais, d'assurances hein, qu'on peut prendre pour maximiser à la fois ses chances de réussite et minimiser les risques que l'on va prendre. C'est un peu ça le message, peut-être? Oui, l'esprit, ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une assurance contre le risque d'échec qui existe, qui est peut-être pas suffisamment connue, que les opérateurs publics sont donc dans la stratégie de relance export sont en train de diffuser. Donc, on est également des prescripteurs à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait une réflexion, qu'il y ait un travail sérieux qui doit être fait. D'abord, dans le diagnostic de sa capacité à exporter. Est-ce que je suis prêt? Quelles sont mes forces et mes faiblesses? Faire un SWOT de sa propre entreprise. Et puis, après, dans un deuxième temps, effectivement, ou la possibilité de s'assurer contre le risque d'échec à travers une AP, ou voir, ce que je n'en ai pas parlé, il y a aussi des aides régionales hein, qui peuvent également, donc notamment de la région Occitanie, avec deux produits qui sont le pass export et le contrat export qui peuvent être mobilisés et qui peuvent être également cumulables avec l'assurance prospection. Donc ça doit être quelque chose de voilà, au cas par cas, en fonction des secteurs de chacun, en fonction de la problématique de chacun, il y a une réflexion qui doit être menée. Alors juste, je précise SWOT pour ceux qui ne connaîtraient pas. Hein, le SWOT, c'est le diagnostic que l'on peut faire de son entreprise en mettant en lumière les forces, les faiblesses, les menaces, voilà, qui permettent de poser à plat. Voilà. Tout ce qu'il faudrait prendre en compte pour réussir au mieux. L'idée, c'était de donner de faire un état des lieux, donc comment on a pu switcher, quelles sont les orientations en fait qui sont en train je dirais, d'être menées pour continuer à gagner de nouvelles parts de marché, en insistant sur l'aspect du travail collaboratif dans un monde qui est devenu un peu plus complexe. Donc il faut absolument travailler, avoir une bonne réflexion, travailler en collaboratif et évidemment intégrer les enjeux de la transition écologique, de la responsabilité sociétale et environnementale, les enjeux, et ce sont des leviers de croissance, quel que soit le pays. Alors ça ne fait pas tout, hein, évidemment, hein, mais en tout cas c'est un élément de différenciation qui est extrêmement important pour assurer la durabilité, quel que soit le business de l'entreprise. Donc, je reste à votre disposition au-delà de ça, hein, si vous souhaitez affiner, travailler sur une réflexion sur une zone, un pays. N'hésitez pas à nous contacter aussi via Racine Sud directement, hein, si nous on prendra le temps de vous recontacter. Mais voilà, sur le site de Racine Sud, j'ai mis le lien dans le chat. Vous pouvez nous contacter, même si vous avez juste une petite question, c'est à votre disposition et on y répondra avec grand plaisir.